Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a dévoilé ce jeudi une stèle commémorative en souvenir des Juifs de Monaco, arrêtés et déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Un moment fort en émotion et chargé de symboles qui a eu lieu en présence notamment du grand rabbin de France, Haïm Corsia, de l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy, et du ministre d'État, Michel Roger. Lors de cette cérémonie mémorielle, le prince souverain a prononcé un discours pour exprimer sa position sur ces événements douloureux et le témoignage qu'ils font emporter. Nous avons commis l'irréparable en remettant à l'administration voisine des femmes, des hommes et un enfant qui s'étaient réfugiés chez nous pour fuir les persécutions dont ils étaient victimes en France. Nous n'avons pas su les protéger alors que c'était notre responsabilité. En détresse, ils étaient précisément venus s'abriter chez nous, pensant y trouver une neutralité bienveillante. Le dire aujourd'hui, c'est reconnaître un fait. Le dire aujourd'hui, en ce jour et devant vous, c'est demander pardon. Afin que nous nous souvenions tous de cette période éminemment tragique de la Seconde Guerre mondiale, cette nouvelle stèle est maintenant placée dans ce lieu, en ce cimetière de Monaco. Elle rappellera ce qu'ont vécu nos frères, comme l'a souligné le pape François, dans un contexte différent. Je le cite, « Ce souvenir est nécessaire, c'est même un devoir, car là où il n'y a plus de mémoire, le mal tient encore la blessure ouverte. Faire mémoire est un devoir pour toute la famille humaine, afin d'éviter de retomber dans des erreurs semblables. » Cette stèle doit nous conforter dans la conviction qu'il ne faut pas se laisser fléchir, et qu'au contraire, nous devons trouver la force de demeurer dignes de ce que nous avons bâti. Je vais avoir, dans quelques instants, l'honneur de dévoiler cette stèle avec le président de la communauté cultuelle israélite de Monaco, M. Michael Amselem, afin de marquer l'unité de notre pays dans le souvenir de ces événements dramatiques et l'attachement que je porte au fait que nous appartenons à une seule et même communauté sociale. Cet événement est l'aboutissement d'une démarche initiée par le prince Régnier III en 1993 à l'initiative de maître Serge Klarsfeld. Dès le début de son règne, le prince souverain a tenu à aller plus loin dans ce devoir de mémoire en créant, en 2006 dans un premier temps, une commission d'assistance aux victimes de spoliation. Puis 5 ans plus tard, un groupe d'experts chargé de faire la lumière sur les faits survenus à Monaco entre 1942 et 1944. Des experts qualifiés issus de différents horizons qui ont remis leur rapport en février dernier au Prince Albert II au Palais Princier. Le groupe d'experts a travaillé pendant 3 années en consultant toutes les archives actuellement disponibles en Allemagne, en France, à la direction de la sûreté publique, d'abord à Monaco même évidemment, et pour essayer de donner à comprendre les conditions dans lesquelles ces arrestations à Monaco de juifs, et en particulier en 1942, avaient pu survenir. Il y a eu des arrestations en 1944, mais directement par la police allemande, et en 1942, donc dans la nuit du 27 au 28 août 1942, et c'est la raison pour laquelle le prince souverain a choisi cette date aujourd'hui pour inaugurer ces stèles. 66 juifs ont été arrêtés par la police de Monaco, mais sous l'ordre de Vichy, par l'intermédiaire du consul général de France. À noter qu'un hommage a également été rendu à Fernand Lévy, président de la commission d'assistance aux victimes de spoliation et membre de ce groupe d'experts disparu en août 2014 et dont le travail a grandement contribué à l'élaboration de ce rapport. Et sachez que vous pourrez suivre cette cérémonie mémorielle en intégralité à l'issue de ce journal. Le CIGM, Centre intégré de gestion de la mobilité. Derrière ce nom mystérieux se cache un centre technique et administratif situé à Fontvieille. Centre destiné à vous simplifier la vie au volant. Il se charge de fluidifier le réseau routier et veille à votre sécurité dans les tunnels. Le CIGM se compose de 3 cellules distinctes. La plus visible, la gestion du trafic avec son grand écran pouvant visionner 400 caméras sur les axes routiers de Monaco. Cette cellule s'occupe de surveiller la circulation monégasque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tente de régler les problèmes de circulation dans l'instantanéité. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'objectif en amont, anticiper. C'est le rôle de la deuxième cellule, la maîtrise de l'espace public.
Pour éviter qu'on ait des problèmes tous les jours, parce que le moindre incident, un accident dans une rue qui bloque la rue, peut être très problématique en principauté. Donc il faut anticiper au maximum tous les risques. Et donc pour ça, il faut gérer l'espace public, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'on intervient et quelles sont les voies qui vont être encombrées, ou est-ce qu'on peut dévier la circulation éventuellement. Donc il faut d'abord que l'on anticipe à court terme pour qu'on ait le moment venu le moins d'aléas et le moins de risques de congestion. Cette cellule, la maîtrise de l'espace public, analyse quotidiennement l'évolution des conditions de circulation et traite les demandes d'occupation de la voie publique. Elle anticipe les problèmes rencontrés lors de grands événements, comme par exemple le Grand Prix de F1. Nous, ce qu'on essaye de faire ici avec mes collègues, c'est de prévoir les impacts de tous les chantiers et les manifestations sur toute l'année, en fonction des lieux et dans la principauté. Donc pour ça, on se tient un jour avec toutes les manifestations qui se passent en principauté. Et après, on a le listing de tous les travaux et les programmes qui sont prévus. Et en fonction de ces travaux, on travaille donc avec l'ADO, les TP et la sûreté. Et on essaye donc de minimiser leur impact en demandant le maintien des voies de circulation pour les piétons, pour les voitures, au maximum que l'on peut, quoi. Ce travail en amont est transmis à la cellule management de la mobilité qui prévoit les plans de déplacement et organise les autres transports mis à disposition. Le CIGM gère les axes routiers en direct et en amont, comme on vient de le voir. Ce centre intégré de gestion de la mobilité étudie également depuis 2 ans la mobilité des piétons. Comme vous le voyez ici sur nos écrans, on gère toute une série de sites de comptage piétons, donc que vous voyez là sur le plan, où on a donc les piétons de la journée qui sont passés. À quelle heure sont-ils passés? Donc on a une répartition ici par quart d'heure. On voit bien que les gens sont venus le matin, qu'on a une forte affluence et puis qu'on a une forte sortie de la gare, mais qu'on a aussi des moments de la journée où on a une forte utilisation de la galerie souterraine. Donc on voit ça en temps réel et on peut comparer comme ça ainsi les fréquences. Comme on l'a pour les véhicules, on l'a pour les piétons à certains endroits. Donc on a aujourd'hui 7 ou 8 sites qui sont équipés d'une vingtaine ou d'une trentaine de capteurs qui permettent de connaître la circulation piétonne. Alors une question naïve, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert d'anticiper, de savoir où sont les problématiques, de savoir aussi quand on a beaucoup de piétons qui vont aller et qui vont couper une voirie de circulation, faire en sorte que les feux, est-ce qu'on a bien prévu en sorte. De la même manière qu'on peut anticiper avec des voitures, on peut aussi anticiper avec des piétons. Et donc quand on demande aux gens de venir en train ou de venir en bus, il faut aussi qu'on leur apporte le confort. De la même manière qu'on apporte le même confort aux automobilistes, il faut qu'on apporte ce même confort-là aux piétons ou aux utilisateurs des transports en commun. Chaque jour, 100 à 120 000 personnes entrent et sortent de Monaco en voiture. Pour connaître l'état de la circulation en principauté aujourd'hui ou pour les jours à venir, vous avez le site internet infotrafic.mc. C'est l'une des plus vieilles enseignes de la principauté. Le Bazar Picot va fêter début octobre ses 110 ans. Dans ce vaste espace de 140 mètres carrés qui fait figure de grande surface, on y trouve de tout ou presque. Des produits rétro, traditionnels et les dernières nouveautés. Un vieux commerce qui a ouvert ses portes dans le quartier Saint-Charles en 1905. À l'époque, ce sont François Picot et son fils Nicanor, 2 Italiens du nord de Turin, qui en sont les propriétaires. Aujourd'hui, la boutique est tenue par les frères Dominique et Georges, arrière-petits-fils de François et petits-fils de Nicanor. Ils représentent la 4e génération des Picot. Comment on arrive à traverser les décennies comme vous faites? Bonne question, en se remettant en question à chaque instant et en essayant de s'adapter à la demande du client et toujours essayer d'être réactif le plus rapidement possible, quoi. Surtout être à l'écoute et à l'attente du client, donc de lui donner satisfaction. Depuis plus de 40 ans, Dominique et Georges continuent de développer la plus célèbre droguerie de Monaco et se plient en 4 pour satisfaire leurs clients, le palais princier, les institutions, les collectivités, les hôtels, les restaurants, ainsi que les syndics d'immeubles. J'habite à Monaco et c'est une maison qui est ouverte déjà depuis toute ma petite enfance. J'ai toujours connu le Bazar Picot, donc je viens régulièrement. Qu'est-ce qui vous plaît? On trouve de tout ici? C'est exactement ça. C'est vraiment, on y trouve tout ce que... Vraiment même, on n'imagine pas des fois qu'on peut trouver certains articles.
Quincaillerie, électroménager, matériel de bricolage et de jardinage, ustensiles de cuisine, tous les produits du quotidien sont stockés en sous-sol dans un espace de 100 mètres carrés, mais aussi et surtout dans un entrepôt de 500 mètres carrés. Dominique se souvient que cet entrepôt a appartenu à un forgeron. Il se rappelle bien de cette époque et de ses souvenirs qui vont avec. On a des cuillères à sel en os. Bon. Des cuillères à sel en os. Oui, ce sont des toutes petites cuillères qui étaient faites en os, mais que ça date de mes grands-parents. Bon, on n'en vend plus, je vous le dis de suite. On doit en avoir quelque part dans un coin, mais, ou des coupes-papier même en os. Il y avait des peignes à poux en os aussi, qui étaient faits. Bon, ça doit être dans un coin. Bon, c'est plus d'actualité, mais ça fait partie des produits les plus anciens qui nous restent. Oui, que l'on a vendus. L'arrivée des grandes surfaces a parfois mis à mal le commerce, mais les frères Picot n'ont jamais baissé les bras. On a beaucoup souffert lorsque Carrefour s'est ouvert en principauté. Mais là, justement, on a essayé de proposer à notre clientèle quelque chose que les grandes surfaces ne proposaient pas à l'époque. Donc, ce qui nous a permis, bon, on a perdu certaines parts de marché sur certains articles, mais disons que l'on a développé une autre gamme de produits que notre clientèle ne trouvait pas en grande surface. Les générations changent, mais le Bazar Picot continue d'attirer de nombreux clients en proposant une multitude d'articles et en chinant les idées tendances aux divers salons et expositions des capitales européennes. Voici un bel hommage rendu à son arrière-grand-père. Charlotte ne l'a pas connu, mais il fait partie intégrante de sa vie, une figure dans sa famille, l'écrivain et poète Robert William Service. Son arrière-petite-fille a fait ses études à l'Université internationale de Monaco. Charlotte a écrit une biographie de plus de 500 pages sur la vie de cet aventurier. En 1896, après une enfance indisciplinée en Écosse, Robert Service part découvrir le Nouveau Monde. Des rêves plein la tête, mais 5 $ en poche. Il débarque à Montréal, traverse le Canada. Robert Service vagabondera de petit job en petit job avec l'idée de devenir cow-boy. Depuis toute petite, son parcours me fascinait. J'étais assez curieuse d'en savoir plus. Dans la bibliothèque familiale, je voyais tous ces livres avec des titres un petit peu énigmatiques en anglais. Et quand j'étais enfant, je ne saisissais pas très bien un petit peu la signification, ni même la portée de son œuvre dans les pays anglo-saxons et plus particulièrement au Canada. Il voulait essayer toujours un peu de se mettre à la place des gens les plus humbles, ceux qui n'ont pas forcément eu de chance ou qui n'ont pas trouvé leur place dans la société. Un petit peu comme lui dans sa jeunesse, quand il se cherchait, qu'il était un peu en quête de son destin personnel et qu'il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie. Il voulait écrire, c'était un petit peu son rêve. Dans sa jeunesse, disons que son style est très marqué par la soif de la liberté, la recherche de l'aventure, un côté un petit peu indomptable, rebelle un petit peu contre la société, contre les conventions. Il voulait un petit peu se libérer de tout ça et vivre la vraie vie, vivre l'aventure. Robert William Service, La piste de l'imaginaire, une biographie romancée inspirée de l'existence rocambolesque de son arrière-grand-père. Charlotte a consacré plusieurs années à étudier la vie et l'œuvre de son ancêtre, un hommage ou plutôt un devoir de mémoire et une originalité dans l'écriture. Ce n'est pas Charlotte qui raconte la vie de son arrière-grand-père, mais Robert Service lui-même, c'est lui le narrateur de sa propre histoire. Je me suis dit que c'était aussi une bonne manière de le rendre plus proche des gens, bien plus accessible. Et comme sa vie est dans le fond un petit peu comme un roman, je me suis dit qu'il fallait en faire un roman d'aventure un petit peu. Et en même temps, grâce au lien familial, je me suis dit que je pouvais me mettre un petit peu dans sa peau légitimement. Voilà, que j'avais le droit de me mettre à sa place. Je pense qu'il aurait approuvé. Robert Service aura écrit tout au long de sa vie plus de 1100 poèmes et une dizaine de romans, dont The Poisoned Paradise, une romance à Monte-Carlo. Il y a habité, notamment sur le boulevard d'Italie.
Le contenu de ces nombreux ouvrages est encore étudié aujourd'hui dans tout le monde anglo-saxon. Robert Williams Service, La piste de l'imaginaire aux éditions JCL, est distribué au Canada et en France. Ce n'est que le premier tome. Charlotte Service-Langépé prépare déjà le deuxième tome avec la seconde partie de sa vie, après 1912, où il est notamment correspondant de guerre dans les Balkans ou ambulancier à la Croix-Rouge durant la Grande Guerre. Sans oublier la partie hollywoodienne. Charlie Chaplin s'est inspiré d'un de ses romans pour son film La ruée vers l'or. Autre exemple, Robert Service a incarné son propre rôle dans le film The Spoilers, une apparition où il donne la réplique à Marlène Dietrich. Hello, Mr. Service. Writing a poem about me? Not this time, Cherry. This is about a lady known as Lou. Is there a man in her life? Yes, he's called Dan McGrew. He's a bad actor. He gets shot. Sounds exciting. The shooting of Dan McGrew. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps fera-t-il en cette fin de semaine? Place à vos prévisions météo. Vendredi, grand soleil avec de rares nuages, température supérieure au normal, il fera 22 degrés le matin et 29 l'après-midi. Samedi marque le début d'un grand week-end de beau temps, temps sec et ensoleillé. Rebelote dimanche avec un grand soleil, peu de vent et une chaleur importante. Enfin lundi, légère baisse des températures, mais le soleil sera lui toujours bien présent. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.